Bon, allez, on va commencer parce que vous êtes déjà un peu nombreux. Comme ça, voilà. Donc déjà, avant de commencer ce webinaire, on va quand même commencer par vous souhaiter plein de bonnes choses pour l'année 2025, du bonheur déjà, de la santé, donc des choses très très personnelles, qu'elles vous comblent. Et puis après, aussi quelques vœux professionnels, que vous soyez heureux dans votre travail, que vous puissiez vous appuyer sur la CFDT quand vous en avez besoin, et que tout se passe le mieux possible. Donc bienvenue dans ce nouveau webinaire de la CFDT. Donc on a pris comme thème les seniors, on a fait la retraite, on a fait des choses comme ça. Donc là, l'idée cette fois-ci, c'était de vous parler, du travail, parce qu'en fait, quand on est senior, et on va en parler plus tard, on veut travailler, puis ralentir, puis s'arrêter. Et je pense que c'est important qu'on balaye tous ces aspects-là. Donc on a choisi, un peu cette organisation avec Alain. Donc comme d'habitude, on va faire une présentation d'environ 30 minutes avec une séquence de questions-réponses d'environ 30 minutes. Peut-être on fera un peu plus de nos 30 minutes à nous, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait peut-être été un peu bavard. Savais un peu. Alors si vous avez des questions à poser, et nous souhaitons que vous en posiez évidemment le maximum, eh bien vous n'hésitez pas à utiliser le chat, de Zoom. Et ensuite le support de cette présentation sera disponible sur votre demande, et puis, ensuite, Julien nous mettra le replay du webinaire sur la chaîne YouTube de CFDT Casa pour que vous puissiez le repartager avec d'autres collègues éventuellement. Donc voilà. Donc un senior, c'est qui? Heu, c'est toi. Attends, parce qu'on a Et toi? voilà, un senior, c'est qui? Déjà, un senior, c'est quelqu'un qui évolue au fil du temps. Alors senior, la définition, ça dépend un petit peu de ce qu'on regarde. Dans le code du travail, c'est un salarié qui a plus de 45 ans. Donc juste pour le fun, chez CASA, l'âge médian, c'est à peu près 45 ans. Chez nous, la moitié des salariés sont seniors. Donc c'est un vrai sujet. Et après, les besoins du senior évoluent effectivement au fil du temps, puisque dans un premier temps, il a envie de travailler le plus longtemps possible. Puis après, quand il commence à fatiguer, il veut ralentir un petit peu. Puis après, il veut s'arrêter. Donc, on vous a organisé, la présentation sur tout savoir pour mieux vivre la fin de sa carrière. Donc du coup, ça fait quand même à peu près la moitié de sa carrière, on va être honnête. Sachant qu'il y a une espérance de vie qui s'allonge, que l'âge de la retraite, évolue, comme vous le savez, vers 64 ans. Donc on ne sait pas comment ça va évoluer. Vous avez vu que le gouvernement est les différents gouvernements sont très, mobilisés sur le sujet, mais on s'est dit qu'on n'allait pas attendre qu'ils prennent une décision, parce que là, on a eu 4 premiers ministres en un an, donc on ne sait pas qui va dire quoi, comment. En tout cas, ce qui est quand même sûr, c'est qu'il va falloir travailler plus longtemps, mais progressivement sans doute. Ça nous a semblé intéressant de vous parler de l'accord, national interprofessionnel qui a été signé en novembre 2024, qui donne des bonnes indications sur les mesures qui pourraient ensuite être retraduites dans une loi, en sachant que dans cette ANI, il y a une obligation de négocier des accords seniors tous les 3 ans. Donc je pense qu'on va y arriver. Nous, notre dernier accord senior, il a été signé en 2013. Il n'a pas été re-signé à partir de 2016, il n'a plus été rediscuté après, mais les principales mesures sont restées, en activité, et et voilà. Et donc il va falloir continuer à travailler comme les autres, ralentir, s'arrêter. Donc Alain, je te passe la Ok. parole. Alors, quelques éléments de contexte. Sur l'espérance de vie, alors, ce qu'on constate, c'est qu'une espérance de vie, en fait, à la naissance, relativement stable depuis 10 ans, hein. Ça fait 86 ans pour les femmes et 80 ans pour les hommes. Par contre, une espérance de vie en bonne santé qui est plutôt vers les 64-63, donc 64 pour les femmes et 63 pour les hommes. On peut noter aussi que pour les hommes, depuis 2004 jusqu'à 2012, il y a une légère amélioration de l'espérance de vie en bonne santé. Alors, c'est vraiment différent, hein. Il y a l'espérance de vie à la naissance et l'espérance de vie en bonne santé quand on arrive, en fait, potentiellement à la retraite. Ce qui était intéressant aussi dans le graphe de gauche, c'est qu'effectivement l'espérance de vie, quand on arrive, à 60 ans, elle est d'une vingtaine d'années, 27 ou 23 ans. Donc, Donc à peu près, ouais. Alors, en bonne santé ou pas en bonne santé, voilà, c'est l'objectif ça. est là. L'important, c'est la santé, c'est pour ça qu'on se souhaite en début d'année. Voilà. Un deuxième élément, en fait, c'est la déformation de la pyramide des âges, hein, qui rallonge en fait la vie au travail, hein. On voit sur le premier graphe en 1996, vous voyez les deux 13, pardon, vous voyez les deux bosses correspondantes en fait au baby boom, hein. Ça correspond en fait sur la partie du graphe de 1993, ça correspond aux personnes de la vingtaine jusqu'à 47 ans. On voit qu'en 2023, on retrouve ces bosses, hein, sur les gens, sur les personnes entre 50 et 77 ans. Donc, une partie qui sont passées en retraite. Voilà, exactement. Donc, ça veut dire qu'en gros, on a une augmentation du nombre, et ça va continuer jusqu'à ce qu'on ait plus cette partie baby boom, entre guillemets, hein. On va avoir une augmentation du nombre de retraités versus cotisants. On va bien sur l'évolution
volumes, hein. Si on prend à partir de la petite flèche, là, le petit trait central, 60 ans. c'est 60 ans, voilà. Et on voit bien en fait que les volumes sont beaucoup plus importants, voilà, sur la partie 2023. Et sur le tableau de droite, on voit qu'en 93, la part des 65 ans et plus était de 15%, et que là, aujourd'hui, en 2023, elle était à 21%. Exactement. Alors, après, une approche de fin de carrière assez différenciée selon le pays. Alors là, on vous a mis des illustrations de 2020, qui ont bougé déjà. Vous voyez, ça va très vite, hein. Typiquement, l'Italie, maintenant, elle est à 67 ans. L'Espagne est en train de passer à, je crois que 65-66, c'est pas encore défini aujourd'hui. Nous, on est passé à la retraite progressive à 64 ans. Le point important, c'est que cette disparité, elle restera. Elle est quand même assez différenciée à quelques années près, sauf exception, la France aujourd'hui. Parce qu'en fait, il y a des éléments démographiques aussi derrière ça, Exactement. notamment le nombre, enfin, comment dire, le vieillissement de la population. On sait très bien qu'en Allemagne, la population, enfin, les familles faisant moins d'enfants, finalement, la pyramide des âges, elle était déjà depuis un certain temps assez droite, un peu comme notre pyramide de tout à l'heure. Pour nous, il y avait quand même un aspect un petit peu conique. Et puis il y a le nombre de personnes aussi au Ouais. travail, potentiellement. Alors, une brève histoire, hein, sur les retraites, sur l'histoire des retraites. En fait, ça date pas d'hier, les retraites, hein. Si on prend l'exemple pour le secteur privé, en fait, il y avait déjà des initiatives des grandes sociétés privées au 19e siècle. Ce qui est important, c'est de retenir que notre système actuel, il est issu des travaux du Conseil national de la résistance. Donc, ces travaux-là, ils permettaient, pour 30 annuités travaillées, en travaillant jusqu'à 65 ans, d'obtenir à peu près 40% du salaire de base. Après, on a eu, bon, vous allez lister la majorité, moult réformes successives, hein, qui ont abouti à la dernière réforme, à date, je dis bien à date parce que ça s'annonce, on peut le dire comme ça. On voit qu'il y a une précipitation. Voilà, exactement, en fonction de la pyramide des âges. En fait, c'est assez corrélé quand on regarde les réformes. Et donc là, on est passé en 2023, on va passer progressivement avec la loi à un âge légal de départ en retraite de 64 ans. Si on continue, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il y a deux critères pour la retraite en France. Il y a le nombre de trimestres que l'on doit cotiser pour partir à un taux plein et l'âge légal de départ. C'est-à-dire que l'âge légal, c'est on ne peut pas partir avant. Potentiellement, si notre âge il est de 64 ans, on ne pourra pas partir avant. On ne peut pas faire liquider la retraite. Oui, voilà, on ne peut pas faire liquider la retraite, mais donc ça revient ça, quoi, quelque part. En jouant, enfin, dans l'occurrence le gouvernement, en jouant en fait sur le nombre de trimestres travaillés pour obtenir en fait le taux plein, indirectement, ça influe de toute façon l'âge réel de départ en retraite. Voilà. Si on prend par exemple sur le graphe de gauche la loi Touraine, qui est une loi qui permet progressivement de monter, je crois que c'est 43 annuités, hein, chaque année de monter le nombre de trimestres cotisés pour obtenir le taux plein. On le voit bien par rapport au graphe de l'âge moyen de départ en retraite que potentiellement, bah, ça a eu un impact. Ça remonte, alors que là, l'âge légal de départ en retraite, il était 62. La réforme n'était pas encore passée progressivement à 64 ans. D'ailleurs, même quand l'âge, on voit le creux de ce truc-là. Oui. En fait, même quand l'âge de départ en retraite était à 60 ans, les gens partaient plutôt à 61. Exactement, on voit avec la réforme de François Et Mitterrand, exactement, il y a toujours, c'est toujours la combinatoire entre les deux, en fait. Et après, on se rend compte que le taux d'activité des seniors, parce que Ouais, c'est ça est à qui est 60. utilisé, on est plutôt à 60%. Ouais. Pareil, bah, ça a tendance à augmenter. Alors, j'avais essayé de mettre les graphes en les décalant pour que les années tombent pile poil, mais franchement, c'était compliqué. Donc, en fait, on voit bien que le taux remonte et il est lié à la fois à l'âge de départ en retraite, parce que je veux dire, le pourcentage dans la tranche 55-64 ans, il évolue aussi avec ça. Il évolue aussi avec les générations, parce qu'on voit que le travail des femmes augmente vraiment réellement au cours des dernières années et fusionne avec celui des hommes, et qu'il y a quand même un taux d'inactivité au bout d'un moment, c'est-à-dire que la population n'est pas au travail parce qu'elle est en retraite, ou elle est malade, ou elle a choisi de ne pas travailler. Donc la dernière loi, et ses dérivés, dans la dernière loi, je vais faire un point à date, hein. Donc c'est un report progressif de l'âge de la retraite, ça dépend de votre année de naissance, ça commence en octobre 61, je rappelle que c'était l'âge de départ de Madame Borne, quand elle a fait passer cette réforme. Et ensuite, progressivement, on va aller vers 64 ans. Et c'est la génération 1968 qui sera la première à 64 ans. Le dispositif de carrière longue a un peu évolué. Avant, on avait un dispositif 16 ans, 18 ans, 20 ans. Donc là, ils ont rajouté la catégorie 21 ans. Comment est-ce qu'on sait si on est carrière longue 18 ans? Eh bien, on va regarder le nombre de trimestres cotisés à la fin de l'année des 18 ans. Alors, ça dépend aussi à l'intérieur de cette année, c'est quel mois vous êtes né, etc. Mais donc, globalement, maintenant, il y a une carrière longue 21 ans. Pour pouvoir bénéficier d'une carrière longue, on regarde le nombre de trimestres que vous avez travaillé, mais sans les enfants. Et ensuite, on peut partir
faire liquider sa retraite dès qu'on a l'âge légal lié à cette carrière longue et qu'on a le nombre de trimestres requis. C'est pas parce qu'on dit on a l'âge légal qu'on peut le prendre. Il faut quand même avoir aussi le nombre de trimestres requis. Ils n'ont pas touché au dispositif pour les salariés handicapés ou invalides. Donc je rappelle que les salariés handicapés, on est handicapé quand on a une RQTH. On peut être handicapé pour des tas de raisons, mais enfin pour eux, il faut avoir une RQTH, une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Le qualificatif de invalide, c'est parce que c'est quand on a une pension d'invalidité, donc on a une invalidité de catégorie 1, 2 ou 3. Mais pour que ça change quelque chose pour la retraite, il faut que le taux, d'incapacité ou d'invalidité soit supérieur à 50. Donc quelqu'un qui a une invalidité 1 n'est pas éligible plutôt à la retraite, il va être éligible à 62 ans. Donc pour tous les salariés qui sont handicapés, invalides, comme c'est très, très compliqué, appelez-moi plus tôt, je vous expliquerai dans votre cas exactement. Je me suis fait un super webinaire à moi toute seule pour pouvoir répondre aux questions parce que c'est vraiment très, très particulier. En parallèle du report de l'âge à la retraite, le gouvernement s'est dit: «Ah bah oui, mais en fait, il y a 2 choses là-dedans, c'est qu'il faut maintenir les seniors dans l'emploi, donc il faut un dispositif de maintien dans l'emploi, mais il ne faudrait pas que les entreprises les mettent au chômage parce qu'effectivement, quand on vieillit, on est moins en forme et donc ils ont eu peur que les entreprises les mettent au chômage». Donc en fait, les droits au chômage ont été revus. Jusqu'ici, donc avant l'histoire des taux de chômage à 9, c'est vous aviez 3 ans, de chômage, quand vous étiez X années avant, l'âge de la retraite. Je crois que c'est 57 ans, donc 5 ans avant l'âge légal, vous pouviez bénéficier effectivement d'une durée un petit peu plus longue de chômage. Là, ça a été décalé, c'est-à-dire plus on décale les 62 vers les 64, plus l'âge auquel on a, fait cette durée longue de chômage se décale d'autant. Donc il faut le savoir. Évidemment, nous, on travaille, on est moins concernés, mais bon, quand on en parle, c'est quand même important. Dans le dispositif de maintien dans l'emploi des seniors, bah, en fait, ils ont essentiellement développé la retraite progressive. Il faut savoir que pour la retraite progressive, il y avait eu un arrêt du Conseil constitutionnel qui était passé, qui disait que la retraite progressive, c'était aussi pour les salariés en forfait jour. Avant, ce n'était que pour les salariés en forfait heure. Donc, j'ai envie de dire, le dispositif existait déjà, ils l'ont généralisé et c'est très bien et ça marche. Et puis, donc, il y a cet accord interprofessionnel du 14 novembre 2024 qui a été signé par des organisations syndicales, représentatives et par les organisations patronales, qui donne quand même une indication sur les tendances, qui vont se profiler. Cet accord va ensuite être transposé dans une loi. Donc on ne sait pas trop, quand, ce sera, transposé, mais en tout cas, je pense que ça donne quand même bien la tendance. Donc Mmh. on a vraiment voulu en parler. Après, il ne faut pas se voiler la face. Quand on prend de l'âge, on a parlé tout à l'heure Mmh. de l'espérance de vie en bonne santé. On vous a donné une moyenne 63-64 ans. Il y a un écart type autour de la moyenne. Donc, effectivement, bah, plus on avance en âge, plus on a des problèmes de santé. Donc, en fait, il y a une forte probabilité qu'il y ait une augmentation. Je crois que ça a déjà été constaté sur une augmentation du taux de seniors en arrêt maladie, mais il pourrait aussi y avoir un peu plus d'invalidité. Donc, cet accord national interprofessionnel. Alors, je ne vous ai pas mis tout ce qu'il y avait dedans. Si vous voulez le regarder, en fait, vous tapez sur Google ANI du 14 novembre 2024 et vous allez tomber dessus. Je vous ai simplement mis les principaux points. Alors, je vous prie de m'excuser, le slide n'est pas très, très lisible, mais je n'avais pas d'autre solution. Donc, il y a un premier article qui consiste à conduire un dialogue social ambitieux dans les branches professionnelles et les entreprises sur l'emploi et le travail des seniors. Alors, ils ne l'écrivent pas comme ça. Ils appellent pas les seniors seniors, ils appellent les salariés expérimentés, ceux qui ont dit non. En tout cas, ce qui ressort de cet article 1, c'est que dans les entreprises d'au moins 300 salariés, ce qui est notre cas, eh bien, il y aura une négociation obligatoire tous les 3 ans sur les salariés expérimentés, donc les seniors, sur l'emploi, le travail, l'amélioration des conditions de travail et en fait, ça en fait une négociation obligatoire à part entière. Donc les thèmes de négociation, il y a 4 thèmes majeurs qui doivent absolument être obligatoirement abordés, qui sont le recrutement, le maintien dans l'emploi, l'aménagement des fins de carrière, la transmission des savoirs. Et après, cet article mentionne aussi d'autres éléments qui sont le développement des compétences et l'accès à la formation, parce que c'est sûr qu'effectivement, on va avoir du mal à tenir longtemps si, on n'arrive pas à suivre en fait l'évolution du temps. Les impacts des transformations technologiques, et environnementales sur les métiers et notamment, bah, pour nous, c'est effectivement l'intégration de l'IA dans nos méthodes de travail. Il faut former tout le monde, quel que soit l'âge, donc il n'y a pas de raison de ne pas former les seniors. Les pratiques managériales, mobilisables, bah, pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'effectivement, on ne manage pas un senior comme un junior, c'est même pas une question d'âge, hein, c'est juste qu'il y a des gens qui sont un peu des bébés, qui connaissent moins l'activité et d'autres qui sont assez expérimentés, qui du coup ont un avis parfois un peu plus circonstancié sur les sujets et qui les défendent parce qu'ils pensent qu'ils sont experts sur le sujet, donc ça
plaît plus ou moins, mais bon, à un moment donné, bah, on a aussi expérimenté des choses dans sa vie professionnelle. On peut parler des modalités d'écoute des salariés, on peut parler des politiques en matière de santé au travail et de prévention des risques professionnels, parce que là, il y a quand même un focus lié à l'âge qu'il faut prendre en compte. Enfin, l'organisation et les conditions de travail. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que nous, au sein de CASA, donc cet accord qu'on n'a pas renouvelé à partir de 2016, il intègre déjà un certain nombre de ces sujets. C'est-à-dire qu'en fait, le Crécol, pour ça, était parfois un peu précurseur, mais étant donné que ça date un peu, je pense que c'est pas trop mal de l'upgrader. Il y a ensuite un deuxième article sur préparer la deuxième partie de carrière. Donc, il prévoit un entretien clé à mi-carrière. Nous, on l'a déjà. Donc eux, ils disent, lié à la visite médicale. Donc c'est un entretien de mi-carrière, en fait, avec la DRH. Et puis, ils mettent un nouvel entretien en deuxième partie de carrière, en dernière partie de carrière. Donc nous, cet exercice, on l'a aussi déjà un petit peu dans notre accord. Je ne sais pas s'il est encore mis en œuvre ou pas, celui-là. En tout cas, ce que ça dit, c'est que l'entretien professionnel réalisé dans les 2 années qui précèdent le 60e anniversaire du salarié est l'occasion d'aborder les conditions de maintien dans l'emploi et les possibilités d'aménagement de fin de carrière. Moi, je pense qu'en fait, il faut aborder périodiquement avec son manager, ben, où on en est. Mmh. Il y a des tas de gens qui, à 60 ans, 62, 64 ans, vont très, très bien, ont pas envie de ralentir. Et puis, il y en a d'autres qui ont plus envie de ralentir. Je pense que c'est bien d'en parler avec attention, pas de manière un peu discriminatoire. Alors, il y a un article 3 qui nous concerne moins, mais qui pourrait quand même concerner des nouveaux collègues. C'est lever les freins au recrutement des demandeurs d'emploi seniors en créant un contrat de valorisation de l'expérience. Donc, déjà, c'est bien qu'ils le disent comme ça. Donc, globalement, cet accord prévoit une expérimentation sur 5 ans sous un format de CDI avec, en fait, l'information de la date des droits à la retraite. C'est-à-dire qu'en fait, le senior va se présenter en disant: «Moi, je suis senior, je voudrais travailler, mais je vous dis tout de suite à quel âge j'aurai tous mes droits pour la retraite». Et évidemment, ça veut dire que derrière, l'employeur le sait et il dit: «Bah, OK, je te prends pour» c'est un genre de CDD qui dit pas son nom, quoi. Et du coup, en cas de mise à la retraite dans le cadre du contrat, de valorisation de l'expérience, l'employeur est exonéré d'une certaine contribution sur le montant de l'indemnité de mise à la retraite. Et enfin, il y a un article 4 sur l'aménagement des fins de carrière, qui dit enfin, donc il y a plusieurs, articles que je vous cite là-dedans. C'est effectivement, bah, le fait d'avoir un dialogue ouvert ou pas, avec sa DRH. Le salarié peut, s'il le souhaite, indiquer à son employeur sa date d'obtention de sa retraite à taux plein. Donc chez nous, ça ne se fait pas, pour l'instant. Il y a d'autres entités du groupe où ils le demandent avant de donner une prime de fin de carrière, donc chez nous, ça ne se fait pas. Bah, la crainte, en fait, que les salariés peuvent avoir quand ils expliquent à l'employeur, effectivement, leur date de liquidation à la retraite, c'est qu'on les pousse un petit peu, trop vers la sortie. Mais ça peut être bien de l'évoquer comme ça peut être bien. C'est vraiment de ne pas le faire, c'est vraiment à chacun de faire comme il le sent. En revanche, ce qui est important, c'est de mettre en place un temps partiel de fin de carrière. C'est-à-dire qu'effectivement, bah, parce qu'on vieillit et tout, de dire voilà, il peut y avoir une diminution du temps de travail. Donc nous, on va en reparler aussi tout à l'heure, on a un 80 payé 90 qui permet à un collègue, 2 ans avant son départ en retraite, de pouvoir, limiter son temps de travail. Pour autant qu'il arrive à limiter ses objectifs, parce que souvent c'est 100 du travail fait sur 80 du temps, et c'est important de le mettre en œuvre. Et cet article ouvre la possibilité pour l'employeur de financer cette diminution du temps partiel, par, une ponction sur la prime de départ en retraite. Donc là, effectivement, nous, on serait peut-être un peu moins favorables à cette disposition. Un article 3 sur l'amélioration des dispositifs facilitant la transition emploi-retraite, donc notamment avec la retraite progressive et des conditions de cumul emploi-retraite, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des continuums qui peuvent se mettre en place. Et enfin, faciliter l'accès et renforcer l'attractivité de la retraite progressive. Donc, aujourd'hui, la retraite progressive, il faut avoir 60 ans et 150 trimestres cumulés pour pouvoir y prétendre, et il faut travailler entre 50 et 80 du temps. Heu, cet accord prévoit de garder les 60 ans, mais facilite en fait un certain nombre de choses. Il faut savoir que la retraite progressive, c'est quand même un peu de papier, à mettre en œuvre, à la fois pour le salarié et pour la DRH. Voilà, je te C'est à donne la moi. parole pour la suite. Alors, comme Daniel l'a évoqué précédemment, en fait, à la CFDT, on se bat pour que le senior puisse choisir, en fait, à l'approche de la fin de sa carrière, en fait. Et ce choix pouvant évoluer dans le temps. Il y a 3 choix possibles. Je veux continuer à travailler.
En gros, voilà, je ne veux pas qu'on me mette dans un placard, je veux continuer à travailler, je veux ralentir le rythme à l'approche de la retraite, par exemple, hein, ou je veux m'arrêter, si possible, le plus tôt possible. Donc, si Et- Excusez-moi, on n'entend pas bien. Alors, je ne sais pas si c'est seulement moi, mais on entend très loin. Ah, Non, non, alors, de mon si côté, jamais, est-ce que c'est mieux comme ça, c'est mieux? moi de mon côté, ça va bien. Moi, Ah, j'entends alors, parfaitement. donc c'est peut-être Ouais, qu'on le micro. on a que possible. moi, je suis à 100%, Ouais, j'allais moi aussi. dire, Ouais, au niveau ouais, du ok. son, mais On continue. Bon, on va continuer quand même. Ouais, je vais essayer de parler C'est plus fort, peut-être mais c'est peut-être lié en fait bon. à ton poids ouais. Alors, lourd. c'est peut-être que je vais peut-être demander mes droits à la retraite avant, alors. Mais je viens de détecter une anomalie, alors. Ouais, donc, Ouais. enfin, vous n'êtes pas, je veux Ok, continuer à désolé de travailler. vous avoir coupé la Alors, parole. Vas-y, Merci. non, c'est pas grave. Ouais. Continuons à travailler là. Alors, donc, je veux continuer à travailler. Ce qu'on constate aujourd'hui, hein, c'est qu'en fait, passé 50 ans ou 55 ans, il y a moins de mobilité, hein, peu de possibilités de changer de poste, hein. Donc, c'est bien de pouvoir continuer à travailler, mais si on a un problème, il n'y a pas ou peu d'entretien, pas ou peu de propositions. postule un job, c'est compliqué. Voilà, moins d'augmentation, ce qu'on constate, hein, que ce soit en termes de pourcentage et de fréquence d'augmentation, et moins de sujets intéressants. Le feedback qui nous est remonté, c'est un ressenti que les sujets porteurs, ils échappent un peu à nos collègues de plus de 50-55 ans. Voilà. De plus, en fait, il y a des clichés bien installés, hein. Les seniors coûtent cher, les seniors sont peu productifs, ils sont toujours désabusés. Un sentiment de dévalorisation bien présent, hein. Des collègues expérimentés ne comprennent pas leur mise à l'écart, hein. Des mobilités, C'est vécu comme ça. c'est vécu comme ça, hein. Des mobilités internes qui s'appuient sur des niveaux de salaire à recruter plutôt que sur les compétences recherchées, ce qui écarte en fait les anciens qui sont toujours mieux payés pour un poste donné, hein, équivalent, hein. Ouais, alors Et tu ça, je peux vais compléter parce préciser, qu'on voilà, oui, on en a comme parlé à tout la à l'heure, DRH qui dit non, mais il n'y a pas, pour la DRH, il n'y a il n'y a pas, pas il y a de pas. ce critère-là. Mais dans les faits, dans les managements, dans les directions, c'est quand même quelque chose qui existe. Exactement. Voilà. Alors, une moindre reconnaissance de l'entreprise, hein, globalement, hein, on l'a vu, hein, alors que les collègues expérimentés connaissent bien leur job et l'entreprise, hein, des collègues qui souhaitent continuer à s'investir dans l'entreprise sur des sujets intéressants, hein, des collègues prêts à transmettre leurs compétences. Voilà. Donc, travailler, continuer à travailler, c'est bien, mais il faut qu'il y ait le cadre qui permette ça. C'est ça. Donc, les revendications qu'on porte pour le maintien à l'emploi, faciliter la mobilité et la poursuite de parcours professionnels des seniors, s'assurer de l'existence de promotions d'augmentation mobilité pour les plus de 50 ans, conforme à la pyramide des âges comme, voilà, au niveau de CASA, hein. Favoriser les échanges intergénérationnels et l'accompagnement par les seniors du service, renforcer la pratique du télétravail pour les plus de 55 ans. Là, on y reviendra On y aussi. reviendra. Voilà, C'est vraiment un point fort voilà, des collègues. exactement. Et adopter le principe d'une augmentation de 2% pour les salaires de plus de 50 ans évalués conforme à minima, non augmentés depuis 4 ans. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, pour en bénéficier, souvent, ils viennent en commission consultative. Mais, voilà. C'est quand même dommage parce que, voilà, en fait, en commission consultative, Oui, moi, ça devrait j'ai être déjà plus entendu, automatique. cette personne a quand même mauvais esprit. Et sur quoi j'ai répondu, bah oui, il n'a pas été augmenté depuis 10 ans, donc il ne se sent pas reconnu. Il ne se sent pas reconnu, il me dit, ça décourage, quoi. Donc, comme ça décourage, les gens deviennent négatifs et c'est un cercle vicieux négatif. Je pense qu'effectivement, c'est important pour les seniors, donc plus de 50 ans, plus de 55 ans, de manifester le fait qu'on est quand même content de leur travail. Et c'est pas qu'une prime, parce que la prime, elle varie tous les ans. Donc, on ne va pas avoir 135 tous les ans, quoi. Donc, l'augmentation, elle est vraiment. Oui, c'est un minimum. Alors, je choisis de ralentir le rythme. Voilà, c'est un choix. Donc, les dispositifs existants au sein de l'US CASA, c'est le temps choisi, hein. Après, on pourra répondre à vos questions, hein. Le temps partiel 80, payé 90, avec engagement de partir en retraite dans les 2 ans. Le congé de fin de carrière, donc soit on aligne un prévenant le CET via les 15 jours de CPEGR max par an ou via la RVP. Une nouveauté, la retraite progressive se met en place, comme a évoqué Daniel, hein, depuis 2022. Hein, elle est accessible à tous et un début de mécénat de compétences qui est possible un jour. Voilà, moi, sachant que les deux premiers dispositifs, comme on l'a dit, ne sont pas cumulables. Ouais, avant, ils étaient cumulables, maintenant, ils sont Voilà. pas cumulables. Voilà. Moi, Donc, j'aimerais ça, juste c'est revenir important. sur le CET, parce qu'en fait, il y a des gens qui m'appellent à 50 ans. Moi, j'ai un super calendrier qui va jusqu'en 2037. C'est parce qu'en fait, on peut placer sa RVP. Alors, avant, c'était 0 ou 100%. Donc, depuis quelques années, on peut placer un quart, la moitié, etc. Parce que des fois, on a besoin de liquidité. Donc là, cette souplesse, elle est quand même très, très intéressante. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une RVP conforme, c'est-à-dire si on est conforme aux objectifs, ça génère 26 jours quand on est en IJK.
Et 26 jours, quand vous rajoutez 15%, et ben, vous arrivez à peu près à 30 jours. Donc 30 jours, ça fait 1 mois et demi de travail. Et donc, en fait, la raison pour laquelle justement j'ai ce calendrier, c'est que si vous faites ça pendant 10 ans, eh ben, vous arrivez à anticiper de quasiment 2 ans entre Voilà, c'est ça. la RVP, mettre des CP et tout. Voilà, on peut anticiper pas mal. Donc, quelque part, contrecarrer l'effet de la retraite. En sachant quand même qu'on a tous besoin de se reposer, qu'on ne vit pas en fonction de sa retraite, parce qu'on ne va pas vivre. Mais voilà, il peut y avoir, par exemple, notamment sur le RVP, si on dit bah, je veux optimiser fiscalement et puis je veux préparer mon départ en retraite, on peut commencer à mettre quand même un peu à l'avance. J'ai une petite question simplement. Oui, vas-y. Actuellement, on est à temps partiel. Est-ce que le congé de fin de carrière peut se prendre à temps partiel Bien sans sûr. prendre le temps choisi, hein, entre guillemets, ou Ouais, est-ce ouais, que tout à fait, tout ça à fait. reconditionne le fait de devoir repasser à temps plein sur le congé de fin de Alors, carrière? si tu es à 70%, par exemple, Mhm. moi, je vais te calculer ton temps en disant, bah voilà, par exemple, tu as 20 jours dans ton CET, je dis n'importe quoi. Donc, je te fais 20 divisé par 0,7 et ça me donne le nombre de jours que je vais placer dans mon calendrier. Je te propose de m'appeler pour qu'on Oui, on oui, verra un Daniel, petit ok. peu ton truc, hein. Ok, merci. Voilà. Mais effectivement, c'est quand même important de le savoir. Donc voilà, je te redonne la parole. Merci, Daniel. Alors, ce qui nous a été remonté par les collègues, hein, c'est un peu plus de télétravail hein, pour compenser la fatigue des transports, clairement, et éviter d'être mal en point, hein. L'idée, c'est un peu plus de télétravail pour voilà, On souffle un peu. souffrir un peu moins et pouvoir, en fait, voilà, un peu plus de congés, des congés seniors en plus. Voilà. Développer le temps partiel en limitant les pertes de salaire. Alors, c'est le développement du temps choisi avec plus d'options, 80 payés 90, 60 payés 80, sans engagement de liquider sa retraite dans les 2 ans. Voilà, en cotisant à 100% pour sa retraite, hein, même si le salaire de base est supérieur à 1,7 du SMIC, hein. Voilà. Euh, et de développer le mécénat de compétences, qui est valorisé en fait dans la société, les compétences acquises dans l'entreprise plusieurs mois ou plusieurs années. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est l'idée, hein. Aujourd'hui, on a 5 jours, c'est un petit peu maigre. Ouais, Pour s'engager, par exemple, voilà, quelqu'un qui voudrait travailler pour les Restos du Cœur, il faut voilà, qu'il ait quand même, je crois, 1 jour par semaine ou 1 jour par mois. Sinon, en fait, exactement. voilà. Parce que l'idée de ralentir le rythme, c'est aussi de, voilà, de préparer la transition. C'est ça, un peu l'idée de, enfin, c'est carrément l'idée de ralentir le rythme. C'est pas pour, voilà. Et l'idée aussi d'avoir des temps partiels un peu plus options, c'est dire bah, je vais commencer par faire du 80% et 90%, puis après, Exactement. peut-être, Et si voilà. vraiment. Alors, Mmh. il y a plein de gens, ça ira très très bien, hein, c'est pas du tout le problème, mais certains vont dire bah, je fais du 80% et puis après, je fais du 60%. Et on voit dans plein d'entreprises, en fait, ça existe comme ça, c'est-à-dire qu'on va accompagner les gens vers la retraite avec une diminution du temps de travail. Après, même si la retraite progressive, dans l'ANI, disent effectivement, il faut pouvoir justifier pour refuser une retraite progressive, mais il faut quand même aussi voir que ça doit être compatible avec le travail, parce que peut-être que pour arriver à faire ça, il va falloir changer de job aussi. Mmh. D'où l'intérêt de faire le bon du tout. Voilà, c'est l'intérêt, c'est l'intérêt. Alors, nos revendications, en fait, pour les seniors qui veulent changer de rythme, hein, donc c'est développer le temps choisi avec une progressivité de la diminution du temps de travail en s'appuyant sur le critère d'âge, hein, 60 ans par exemple, octroyer plus de télétravail pour les seniors, c'est important, octroyer plus de congés pour les seniors, hein, avec un quota de jours dédiés, comme on a des quotas de jours dédiés pour. Mais ça existe pas mal dans l'industrie, en plus. Et voilà, hein, mais pour les seniors, donc un quota de jours dédiés supplémentaire, en fait, ça veut dire ça, hein. Mettre en œuvre une retraite progressive, avec maintien des droits à la retraite à 100%, le mécénat de compétences et prévoir la possibilité d'une pause respiration, hein, pour un projet individuel avec un maintien de salaire partiel ou total, quoi. Ceux qui voudraient en dehors du mécénat, voilà. Et je leur donne la main. Après, il faut s'arrêter. Voilà. Et c'est un peu devenu ma spécialité, et ça va devenir la tienne aussi, puisqu'on on fait un binôme hein, sur le sujet. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui se prépare. Euh, il faut l'anticiper. Alors, j'ai envie de dire, il faut l'anticiper de plusieurs années. On peut le faire au dernier moment, mais c'est quand même mieux quand on le fait avant. Au collège, je me rappelle, donc j'avais déjeuné avec elle, et je lui ai dit, ben, à la fin de notre repas, bah, viens, je vais te faire quelques calculs. Et puis, à la fin du calcul, je me retourne vers elle, je lui dis, bah, par contre, tu veux. Ça fait bizarre. C'est vraiment quelque chose qui s'anticipe parce que ça se prépare aussi psychologiquement. Ça se prépare dans le fait de dire bah, je vais changer de vie, je vais passer à une autre partie de ma vie, et je vais aussi mettre en place de nouvelles activités. Donc, tout ça, ça se réfléchit, mais en étant accompagné. Donc, il y a en fait 2 offres pour ça. Il y a l'offre de la DRH CASA, qui est beaucoup appuyée sur Mondial Assistance. Donc, Mondial Assistance, donc c'est un contrat que la DRH a avec Mondial Assistance qui permet d'approfondir, j'ai envie de dire, sur tous les montants. Pourquoi? Parce qu'en fait, on appelle Mondial Assistance, on dit, bah voilà, je voudrais partir à la retraite à telle date. Et donc, en fait, ils vont vérifier
comment dire, tous les calculs liés à votre relevé de carrière et au montant. Et surtout, et c'était important avant, ça l'est un petit peu moins maintenant, mais depuis 2017, il y avait quelques petits problèmes quand on est passé à la DSN, déclaration des salaires numérisés. Comme donc, tout bon projet informatique, tout le monde n'était pas prêt à temps, donc du coup, il y a eu un peu de loupés. Bon, depuis, les loupés ont été un peu corrigés. Il en reste un petit peu, mais ce qui est bien, c'est que Modèle Essence vous les pointe du doigt en vous disant, bah voilà, il faut les faire changer avant le départ en retraite, sauf que bah, des fois, la MSA n'a pas le temps parce qu'elle ne travaille que sur le super urgent, donc l'urgent peut attendre. Et puis, il y a bah, l'offre que nous, on a mis en place pour choisir le scénario qui vous convient. Alors, j'insiste sur le scénario qui vous convient parce que c'est un peu en fonction de vos contraintes personnelles. On entend parfois, ça ne va pas aller avec le service, mais c'est quand même le moment où vous allez préparer une partie de votre vie très importante. Donc, c'est bien de s'occuper de ses chefs et de ses copains, mais c'est bien de s'occuper de soi-même. Parce qu'on a tous des contraintes et des situations de vie différentes, conjoints, enfants, une maison à payer, des problèmes de santé. Il faut vraiment prendre tout ça en compte pour dire à quel moment je vais partir. Mais surtout, c'est aussi en fonction des revenus attendus. C'est pour ça que nous, on a développé une offre où on permet de voir à quelle date on obtient quoi comme montant de départ en retraite, parce que c'est un élément important de choix. Ça ne sert à rien d'être à la retraite si on n'arrive pas à s'en sortir. Dans ce cas-là, il faut trouver effectivement un système où on ralentit, donc on continue à gagner quand même correctement sa vie. Et puis c'est en fonction de vos envies. Quand on arrive à la phase de mise en œuvre, donc une fois qu'on a fait tous ces calculs, il y a un moment donné, il faut passer à l'acte. Donc, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'abondement en fait de tous les compartiments du compte épargne-temps. C'est-à-dire dans votre compte épargne-temps, il y a 3 lignes, il y a le CET, le CE5 et le CEE. Le CE5, ça correspond à la 5e semaine de congés payés. C'est quand vous mettez des congés payés sur la 5e semaine en stock, voilà, ça tombe là-dedans. Le CEE, c'est le compte épargne espèce, c'est quand vous mettez votre RVP. Tous les compartiments sont bonifiés à hauteur de 15%. Donc ça, il faut le prendre en compte. Jusqu'à il y a peu, c'est pareil, on pouvait prendre en compte tous les congés par anticipation jusqu'à l'âge de départ de l'entreprise. Il y a eu un petit changement là, du coup, c'est un petit peu plus compliqué. Et puis, surtout, ce que ça fait comme conséquence, c'est que bah, les gens, au lieu de partir plus tôt, ils vont partir avec un montant, un solde de tout compte plus important et payer des impôts dessus. Donc, le temps c'est mieux que l'argent à un certain âge, quoi. Voilà. On valide le calcul du congé fin de carrière avec la DRH et on formalise le tout 4 mois avant le dernier jour dans les locaux. Pourquoi 4 mois? Parce qu'il faut bien que le management et la DRH remplacent le collègue qui part en retraite, donc il faut un petit peu de temps. Et au moment du départ, eh ben, vous avez une prime de départ. Donc aujourd'hui, c'est une gratification qui correspond à 1/5 de mois par année de présence, plafonnée à 6 mois. Hop, excusez-moi, j'ai un petit peu de mal à passer les pages. Qu'est-ce que les collègues nous disent en fait sur ce moment de passage? Donc, ce qu'ils voudraient, c'est bah, une mise en œuvre de la retraite progressive. Alors, sur la retraite progressive, donc, ça marche très très bien avec la MSA. Ça, ils savent faire, c'est pas un souci. Nous, on a juste un souci, il faut qu'on discute un petit peu plus avec la DRH sur la manière dont on match le congé fin de carrière et la retraite progressive. Globalement, je vous ai mis un exemple là. Si on dit on fait une retraite progressive avec 40% de retraite, 60% de temps partiel, ce qu'on voudrait, donc tant que vous travaillez sur une semaine de 5 jours, on va dire, vous avez 3 jours de travail et 2 jours de retraite. Ce qu'on voudrait, c'est que pendant le congé fin de carrière, ce soit toujours 3 jours pris sur le CET et 2 jours pris sur la retraite progressive. Et c'est là où on n'est pas complètement sûr que la DRH a la même vision que nous. Donc là, il faut qu'on voit avec eux un petit peu comment. Permettrait d'avoir un congé de fin de carrière potentiellement avec moins de jours. C'est ça, plus long. Plus long Voilà, avec voilà, on diviserait par 0,6 en fait le nombre de jours du CET. En ce qui concerne l'abondement, donc c'est 15% depuis très longtemps. Nous, ce qu'on voudrait, parce qu'effectivement, il y a ceux qui anticipent beaucoup, qui vont avoir beaucoup de jours dans leur CET, donc qui ont 15%. Puis après, il y a ceux qui ont pas mal travaillé et qui finalement n'ont pas eu le temps d'en mettre beaucoup. Et ce serait qu'ils soient peut-être un peu mieux bonifiés sur des CET plus courts. Et donc prendre tous ces jours par anticipation. Petit point de détail, mais non des moindres, parce que c'est une activité qui va changer. Alors moi, je dis toujours aux gens, c'est bien de commencer à faire des activités non professionnelles avant de partir en congé fin de carrière. Donc, moi, j'en ai mis en œuvre depuis très longtemps. Je trouve ça très, très enrichissant. Mais effectivement, on a un CPF. Et ce qui serait bien, c'est que le CPF, il disparaît quand on est à la retraite. Donc, c'est dommage de perdre tous ses droits à CPF. Ce qui pourrait être bien, peut-être, c'est qu'on puisse profiter de son CPF pour faire une formation, pour son activité à la retraite. Et donc, ce qui serait bien aussi, d'ailleurs, c'est que l'employeur le bonifie. Sur la prime de départ, bah, en fait, les 6 mois, vous les atteignez avec 30 ans d'ancienneté. Donc, il y a des collègues qui sont là depuis 40 ans. Bah,
Voilà, ce serait bien que ce soit déplafonné, voire que la formule soit un petit peu changée. Et puis, alors sur les formalités de départ, donc là, on est un petit peu dans la tatouille, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de partager les pauses et congés entre la DRH qui fait un truc et les salariés qui font une partie. Et globalement, je me retrouve en train d'aider les salariés à poser leur jour de congé. Je trouve que voilà, on peut peut-être faire un tout petit peu autrement. Donc, en fait, nous, ce qu'on défend pour s'arrêter, c'est améliorer le congé fin de carrière avec un abondement plus important, mettre en place un processus retraite progressive, donc clarifier avec la DRH, puisqu'on a des interrogations qu'on a du mal à lever, améliorer le processus en permettant la prise en charge, la prise en compte pardon, de tous les congés par anticipation, abonder le CPF, améliorer la peine de départ en retraite. Voilà. Je crois que là, on a passé à peu près tout ce qu'on voulait regarder. Alors, moi, j'avais des tableaux sur la réforme et tout, mais peut-être que c'est mieux si on passe à autre chose. Juste quand même un petit point sur les enfants, parce que c'est important pour les femmes. Donc, pour les enfants, donc c'est 8 trimestres par enfant qui sont accordés en plus. Dans ces 8 trimestres, pour les enfants nés avant 2010, c'est la mère qui en bénéficie. Pour les enfants nés après 2010, la mère a obligatoirement 4 trimestres pour elle. Et les 4 autres trimestres peuvent être partagés entre le père et la mère. Mais il y a quand même un délai exprimé dans le délai de 6 mois à compter du 4e anniversaire de l'enfant. Donc c'est un petit peu, voilà, il ne faut pas se louper quand même sur cette histoire-là. Si vous avez eu plus de 3 enfants, il y a 10% de plus sur la retraite de la sécurité sociale, homme ou femme, ça c'est voilà. Et puis il y a une majoration pour enfants invalides. Voilà. Donc ce qu'on voulait vous dire, c'est que nous, on est à votre service tous les deux pour la préparation de cette partie de vie. Alors en fait, c'est bon, je veux continuer. Si ça ne se passe pas bien, vous n'arrivez pas à continuer, vous pouvez venir vers nous. Je veux ralentir, je veux m'arrêter. Voilà, on est là tous les deux sur ce sujet-là. Et puis d'une manière générale, Je voulais dire que le service est confidentiel, vous inquiétez oui, pas. oui, oui, Vraiment, tout à fait. Ça fait partie du métier du syndicaliste. Voilà, On ça n'en reste parle pas entre à tout le nous, monde. donc il n'y aura pas de On n'en parle pas à la souci. DRH, on n'en parle pas aux collègues. Exactement. Alors, si vous en parlez à vos collègues qui nous en parlent, on dit bon, ok, mais tu parles avec ta collègue, on essaye voilà, on ne mélange pas tout. Nous, c'est confidentiel. On partage des documents, tout ce qu'on fait, c'est pour vous, on vous l'envoie à la fin, et ça ne sort pas de scan. Et puis, d'une manière générale, la CFDT est à votre service pour vous accompagner dans la mobilité, dans tout ce qui est santé au travail, FPS, TMS, risques psychosociaux, troubles musculo-squelettiques, vos entretiens de fin d'année, on a quelques questions là, et puis voilà, pour tout sujet que vous voudriez aborder. Et enfin, voilà. Donc, on est 4 délégués syndicaux, donc moi, Guillaume, Valérie, Julien. Après, il y a des correspondants, il y a des élus dans toutes les directions, il y a des correspondants dans toutes les directions, et donc il ne faut certainement pas hésiter à les voir l'un ou l'autre. Voilà, je pense qu'on a passé un peu tout ce qu'on voulait dire. On peut peut-être passer, alors il y a eu quelques questions en cours de présentation, ce qui est très bien, parce qu'il faut surtout éclaircir quand il y a besoin. Et voilà, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Julien, est-ce que tu peux nous dire s'il y a des questions qui sont arrivées dans le chat? Alors, pour ceux qui veulent interagir en direct, ils peuvent lever la main. Sur les questions qu'on a eues, on a notamment donc, Laurent qui demande si on prend une retraite progressive à 80%, est-ce que l'employeur cotise à 100% aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, ça dépend de si on a plus de 1,7 SMIC payé par l'employeur ou pas. C'est un peu la réglementation. Donc là, il y a un truc à creuser pour pouvoir effectivement cotiser à 100%. Alors après, comment dire, si vous ne cotisez pas à 100% sur les 2 dernières années, par exemple, ça ne va pas changer grand-chose sur le montant de la retraite. Pourquoi? Parce que en fait, le montant de la retraite, il est calculé sur les 25 meilleures années. Donc, à supposer que ce soit les 25 dernières meilleures années, vous voyez que si vous retirez quelques pourcents sur la fin, au global, ça ne change pas grand-chose. Mais aujourd'hui, on a un petit problème réglementaire, il faut voir comment on le contourne. Alors, on a une question comment on le résout, pas comment on le contourne, c'est comment on le résout. On a une question de Rémi, qui est aussi un témoignage. Merci pour votre présentation très claire. Quid d'une ressource dédiée à la RH pour les candidats au départ ou modalité d'aménagement? Je crois comprendre que la RH ne propose pas d'experts spécifiques dédiés. Heureusement que les instances syndicales nous aident. Avec un petit smile. Ouais, c'est pour ça qu'on a développé. On n'a pas fait exprès au départ, hein, on a répondu à des besoins et on a fini par devenir assez bon sur le sujet. Surtout toi. Oui, mais toi aussi, parce qu'en fait, il faut former, dans la passation des compétences, il faut former les jeunes. Mais effectivement, Daniel, je vous remercie tous les deux pour votre présentation, mais c'est en effet, je vois autour de moi tous les seniors qui sont en démarche de départ à la retraite ont une réelle difficulté, c'est qu'il n'y a pas d'interlocuteur dédié spécifique.
On est d'accord. Je ne sais pas qui Euh, parle parce que je ne vois pas les noms, mais C'est Sandrine Rémy de ouais, de voilà. Casa. C'est Ouais, Sandrine, ouais. voilà. Ouais, ouais. Bah, c'est pour ça qu'on le fait, en fait. Si tu Mm. veux, enfin, en tant que CFDT, ce qu'on s'est dit au démarrage, c'est qu'en fait, nous, on doit être là pour répondre aux besoins des collègues, quel que soit le besoin. Donc, effectivement, bah, la nature ayant horreur du vide, quand on a Mm. commencé à développer une petite compétence là-dedans, on a fini par aller assez loin dans le sujet. Après, ça dépend de la politique de recrutement de la RH. Ouais, mais ça nécessite véritablement votre présence systématiquement, parce que je comprends que les gestionnaires RH, en fait, n'ont absolument pas tout le panel, ne connaissent pas tout le panel des outils, ni toutes les démarches qu'il faut entreprendre. Bah, certains sont bons, d'autres sont moins bons. Ça marche, merci. Voilà, mais ça dépend de la politique RH. Ouais. On va prendre une question suivante. Oui. Euh, il y avait une question, je remonte le fil des conversations. Mais là aussi, on avait, avec l'arrivée de M. Gavalda, quid également de la trajectoire du calendrier pour le dialogue sur le sujet du télétravail des seniors. Alors, comment dire, je pense, alors, sur le télétravail, on a un accord à durée indéterminée. On sait que dans plein d'entreprises, il y a un peu une machine arrière sur le télétravail. Nous, on a quelque chose d'assez équilibré, je trouve, entre le temps de télétravail possible, en sachant que tout le monde ne prend pas tous ses droits, si je puis dire, à télétravail. Donc là, nous, on a demandé à la DRH de faire un bilan en début d'année sur la consommation du télétravail par les collègues. Je pense pas qu'il y ait d'abus. Je pense que les gens utilisent très bien le télétravail chez nous. Mais effectivement, on a un manque sur les seniors. Donc nous, on compte beaucoup sur la négociation senior et sur l'ANI qui va l'obliger à le faire, parce que ça fait quand même des années qu'on dit on va la faire, cette négociation, et finalement, on n'arrive pas à l'ouvrir pour des tas de raisons qui ne sont pas toujours, comment dire, ça peut être indépendant de la DRH, hein. À un moment donné, on peut vouloir travailler, mais il y a d'autres sujets qui sont plus importants ou qui sont plus prégnants. Donc, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose à aborder dans le cadre de la négociation senior, d'avoir un quota supplémentaire de 20 jours pour les seniors, quoi, parce que aujourd'hui, on est plutôt à 40%. Pour les seniors, on serait plutôt à 50%. Encore une fois, il y a un équilibre à trouver entre la vie personnelle et la vie professionnelle, sa santé et la préservation du collectif. Mais je pense qu'effectivement, on va être amené à aborder ce sujet, je Et, pense, dans l'année. et à date, on a une visibilité sur les négociations de l'accord social. Non, parce que Valérie est en train de finir de négocier D'accord. l'agenda social avec la DRH. Donc, D'accord. effectivement, on aura une visibilité, C'est on bien de l'espère voir bientôt. compléter. Mais vous inquiétez pas, tous les ans, on parle des seniors, on finira par y arriver. Question de Laurent. Quelles sont les formalités complémentaires pour les carrières longues? Alors, il faut faire reconnaître sa carrière longue. Alors, le premier truc, c'est d'être capable de le mesurer correctement. Donc, vous venez de voir, je vais vous expliquer si vous êtes carrière longue ou pas. Ensuite, c'est au moment où on fait liquider sa retraite qu'on peut le faire. Pourquoi? Alors, j'ai essayé avec les collègues de le faire avant. Ils disent non, ça va avec l'ouverture de la demande de liquidation de la retraite. Donc, avant, c'était 6 mois, maintenant, c'est 5 mois. On le fait reconnaître à ce moment-là. Ils ne le font pas avant. Mais par contre, il faut être sûr de son coup. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut bien qu'on ait regardé ensemble le relevé de carrière et qu'on ait bien vérifié et tout. Ok. Autre question. Est-ce que vous pouvez nous conseiller sur des rachats de trimestre ou non, même à 50 ans? Voilà. Car nous n'avons aucun conseil, à part des syndicats. Alors, sur le rachat de trimestre, on va dire, en courant vite, un trimestre, ça coûte 5 à 6 000 euros. Alors, ça dépend pour quoi faire. Est-ce que c'est pour partir plus tôt? Globalement, si c'est pour partir plus tôt, vous allez leur donner, en rachetant des trimestres, l'argent qu'ils vont vous redonner ensuite dans la retraite. Mais ça peut vous intéresser de partir plus tôt. Il y a des collègues qui ont commencé à travailler très tard. Alors, le problème, c'est qu'en fait, ils auraient tout leur trimestre, j'ai n'importe quoi, à 70 ans. Ils rachètent 2 trimestres, ça ne changera pas, parce que de toute façon, leur taux plein, ils l'auront à 67. Donc, ça ne servira à rien. Donc, il faut vraiment regarder au cas par cas. Donc, moi, je pense que je suis à votre disposition pour essayer de voir si c'est intéressant ou pas. Autre question. Donc, merci à tous. Le sujet passionne. Ça a sauté. Voilà. Ouais. Concernant la prime de fin de carrière, le calcul se fait-il sur le nombre d'années de présence chez CASA ou dans le groupe? Alors, en fait, quand Globalement, sur la- quelqu'un qui est recruté chez Casa, on lui reprend son ancienneté. Donc, ça revient à l'ancienneté dans le groupe, y compris quand le collègue a été recruté dans une entreprise qui a ensuite été rachetée par le groupe. D'accord. Par contre, pour quelqu'un d'externe, là, on va prendre que la Ah bah oui, présence à CASA. Il y a pas de- voilà. En fait, Sauf on va s'il dire, a négocié ça. globalement, c'est dans le groupe Crédit Agricole. Si Ça, tu voilà, veux. c'est le groupe Crédit. Et si ça a été racheté et que le collègue est rentré avant d'être racheté, c'est quand même sa date d'entrée dans l'entité qui compte. Ok, question de Nicolas.
Si on termine avec du temps choisi ou de la retraite progressive, par exemple à 50%, les 6 mois d'indemnité de départ en retraite sont-ils aussi proratés à 50%, Ouais. ce qui ne ferait donc que 3 mois? Alors, dans le temps choisi, dans l'accord sur le temps choisi, il y avait marqué, donc le temps choisi, c'est les 80% payés 90%. Il y avait marqué que, en fait, le prime de départ en retraite était neutralisé sur cette partie-là. Si vous faites une retraite progressive, ça revient à. En fait, il y a un article dans la convention collective qui dit comment on calcule, sur quelle période on calcule en fait le salaire qui sert de base. Et effectivement, c'est sur les 12 derniers mois. Donc, effectivement, si on fait une retraite progressive, ça ampute en partie la prime de départ en retraite. Voilà, je crois avoir fait le tour des questions. Est-ce que vous avez en ligne ou en direct des questions à poser oralement que vous pouvez poser? Oui, c'est Nadine Sasaki-Péricou, bonjour. Bonjour Nadine. Les trimestres pour enfants ne permettent pas de partir avant l'âge légal, Non, n'est-ce pas? Ils sont non. convertis sous forme de pension, c'est ça, hein? Ouais, en fait, tu as plus de trimestres, donc effectivement, tu as plus. Alors, sur la partie sécurité sociale, parce que sur la partie AGR Carco, c'est des points. Donc, ça ne te donne pas de D'accord, points. Et sur la partie d'accord, sécurité sociale, tu as plus de trimestres, donc en fait, tu as un petit peu plus. Mais ça ne permet pas de partir plus tôt. d'accord. Parce que c'est vrai. Alors, c'est là où effectivement la dernière réforme, moi, m'a fait mal, c'est que je me suis rendu compte Ouais, qu'en fait, c'était surtout les femmes qui morflaient, ouais, puisque avant, elles pouvaient partir, même enfin, à 62 ans, elles avaient tout leur trimestre grâce aux enfants. Et ben maintenant, aujourd'hui, enfin, je vois bien dans les calculs que je fais pour les collègues, c'est qu'en fait, je ne veux pas dire que les trimestres enfants, ça sert à rien, mais un peu quand même. En tout cas, ça ne sert pas à partir plus tôt. Parce que ouais, c'est l'âge légal qui devient le coup près. ouais. Mm, Et par contre, si à la prochaine réforme, ils avaient dit d'allonger la durée, c'est là où des fois ils font sur l'âge et sur la durée de cotisation, ouais, soit les 64 ans ne seraient pas probablement pas dépassés pour les femmes. Et c'est une femme qui a fait passer cette réforme. Donc ça me navre exactement. toujours un peu. Je suis désolée. Merci Daniel. D'autres questions? Alors, on est peut-être passé un peu rapidement sur certains points, parce qu'il y a toujours plein de choses à dire. Donc, on avait prévu de faire une demi-heure, j'ai largement dépassé, je crois, enfin toi aussi. Mais voilà, en fait, on est à votre disposition, surtout moi, je suis bavarde. Donc, on est à votre disposition pour écouter Ouais, de vraiment. manière totalement confidentielle, comme le dit Alain. Ça peut être Alain ou ça peut être moi, c'est vraiment tous les deux. Maintenant, on fait ça à deux pour répondre à vos questions plus précises et personnelles. C'est vraiment important. C'est vraiment chaque cas est particulier, donc c'est important de le dire. Bonjour à vous deux. Aline Bruckars. Moi, ce que je comprends pas encore bien, c'est l'articulation entre une éventuelle retraite progressive ou un temps partiel et le CFC. C'est avec la retraite progressive qu'on doit s'engager à partir dans les 2 ans à la retraite, c'est Non, ça? non, du tout. Non? Tu peux commencer la retraite progressive 2 ans avant ton âge légal, mais tu ne t'engages pas à partir à la retraite. Alors ça, j'ai même vérifié avec la MSA, et en plus avec une copine qui travaille à la MSA, c'est-à-dire qu'en fait, tu la prends 2 ans avant, mais tu peux faire ça si tu veux pendant 10 ans. Je Ah, caricature, mais d'accord. voilà, voilà. Par contre, Donc, c'est la c'est le date, temps partiel. ouais. Et en fait, la date de démarrage, c'est 2 ans avant et c'était 60 ans. J'ai un petit doute, il faudra que je regarde. J'ai un petit doute là tout d'un coup, Aline. Mais je te rappellerai pour te le dire. Voilà. Mais en tout cas, il D'accord. n'y a pas de durée. C'est dans notre temps choisi à nous, les 80% et 90%, qu'il fallait s'engager à partir à la retraite dans les 2 ans. C'est-à-dire que globalement, comment ça se passe pour ce temps choisi? C'est qu'ils te payent à 80% au fil de l'eau et te donnent une prime de 10% par an. Mais on te la fait en 2 années, pas plus. Et nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que les gens puissent faire ce temps choisi à partir d'un certain âge, mais que ça dure plus longtemps que les 2 ans. Et si on fait ce temps choisi, mais qu'on a été très, très prudent et qu'on a beaucoup épargné sur le compte épargne-temps, comment ça s'articule entre ce temps choisi et après prendre un CFC et après être à la retraite? Ça Alors, marche pas. c'est là où on a besoin de clarification. Donc, nous, ce qu'on voudrait, et il faut que la DRH nous confirme que c'est ça, supposons que tu aies 200 jours dans ton CET et que tu prennes un temps partiel, donc 60% de temps partiel, 40% en retraite. Ce qu'on voudrait, c'est qu'en fait, concrètement, on puisse convertir ces 200 jours Oui, en oui, oui, ça j'ai jours compris. divisé par 0,6, qui fait à peu près 300, et que tu prennes 300 jours sur ton CET, donc ça t'étale ton CET. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut qu'on cale avec la DRH, et on va Ça, avoir une réunion avec eux, je pense, bientôt. je comprends. Ça, c'est pour la retraite progressive. Mais pour le temps choisi, Bah, le temps genre, choisi, on prend à c'est pareil. 80%, payé à 90,
Bah, tu Mais divises on a par un compte 0,8 épargne-temps à bien 200. rempli. Ouais, Donc, à 200, comment… tu divises par 0,8. C'est-à-dire tu prends les 200, tu les divises par 0,8 et ça te donne le nombre. Donc ça doit faire 225, un truc comme ça. Je dis ça de tête. Oui, Ça, qu'importe. voilà. Ouais. C'est comme ça que ça marche. Et on voudrait être sûr, justement, que ça marche de la même manière pour la retraite progressive que pour le temps partiel ou Que le temps. pour le temps choisi. C'est ça, D'accord. exactement. OK. Donc, je pense qu'on sera un peu plus précis quand on aura bien fini de tout caler avec la DRH. Question de D'accord. Laura. Merci. Question de Laura. Y a-t-il des contraintes dans l'utilisation du compte formation? Est-il possible pendant la période de congé de choisir sa formation? Alors, tout à fait, le CPF, c'est à la main, c'est un compte personnel de formation. Donc, c'est à la main du salarié Qui est abonné par l'employeur chaque année. qui a abondé, voilà, tant que tu travailles. Mhm. Effectivement, quand tu travailles plus, il arrête de l'abonder, ça, c'est un petit peu normal. Il faut le prendre avant l'âge de la liquidation de la retraite. Donc, pendant le congé fin de carrière, c'est vraiment le bon moment. Après, ce qu'il faut regarder, Il est plafonné, me semble-t-il aussi. oui, il est plafonné. Ouais. Il est en euros. Par contre, ce qu'il faut regarder, il y a une industrie autour de ça. Donc, en fait, tout le monde ne le prend pas. Et ceux qui le prennent, ils ont tendance à facturer assez cher leurs prestations. Parce que moi, j'avais regardé, effectivement, pour un certain nombre d'activités extra-professionnelles et c'est pas forcément facile de l'utiliser. Mais effectivement, ce qu'il faut surtout, c'est essayer pendant son congé fin de carrière de l'utiliser pour préparer la suite parce qu'on a tous des tas d'envies pour après. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Donc voilà, Julien nous rejoint. Donc voilà. Voilà, donc c'est pour vous rappeler juste simplement que ce support sera mis sur notre chaîne YouTube, sur lequel nous communiquons. Donc, vous avez aussi la dernière intervention de Valérie Delacour auprès de Philippe Brassac sur les salaires, qui a eu lieu donc avant les vacances. Et voilà, et vous retrouvez aussi toutes les infos sur notre site internet CFDT Casa. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre. Et puis voilà. Et puis on vous dit à très bientôt. Prochain webinaire qui sera, je pense, d'ici en février. Ouais, Ouais, probablement, voilà. ouais. On va positionner un prochain. Donc on vous communiquera ça via Info Rapide et par notre acte CFDT. Merci Voilà. à vous également. Merci Et à on vous. remercie la régie. Voilà. Ouais, Merci. Merci, à on a bientôt. signé.